Aujourd'hui, on va parler d'un personnage qui mettra celui-là au rang des enfants de cœur. Ici, des enfants de cœur. Hannibal Lecter, personnage créé par Harris dans son roman Le silence des agneaux. Personnage fictif, mais tiré du médecin mexicain Alfredo Bali Trevino. Je peux partir. Cette personne plus horrible que Hannibal Lecter aura quelques sobriquets à son actif. Le vampire de Brooklyn, l'ogre de Wisteria, Moon Maniac, The Grey Man, le démon cannibale et le fameux Pop Mitten. Né le 19 mai 1870 à Washington DC, il aura une enfance particulière comme vous expliquera Marcus. Mais d'abord, sachez que ce personnage se livra à plusieurs activités. Et je vais vous les dire, mais ce ne sera pas de gaieté de cœur. Voyeurisme, sadisme, machisme, fétichisme, flagellation active. Il adorait ça. Zoophilie, prostitution, autocastration, ondinisme. Définition, s'il vous plaît. Merci. Je ne sais pas non plus. Coprophilie. L'une qui est décrite. Pédophilie. Je ne mettrai pas ça dans la pédophilie, mais dans la pédocriminalité. Car aujourd'hui, en 2025, ce personnage rentrerait dans la pédocriminalité. Mais le pire de tous. Ah oui, il y a pire que... Ah oui, il y a pire, oui. Le cannibalisme sur enfants. Il déclara, je cite, « J'aime les enfants, ils sont savoureux. » Marcus, tu peux nous en dire plus sur ce personnage ? Albert Fish, né Hamilton Howard Fish le 19 mai 1870 à Washington, D.C., grandit dans une famille marquée par des troubles psychologiques et des difficultés financières. Son père, Randall Fish, avait 75 ans lors de sa naissance, et sa mère, Helen, luttait pour maintenir un équilibre familial. Après la mort de son père en 1875, Helen fut contrainte de placer Albert dans un orphelinat, une décision qui marqua durablement sa vie. L'orphelinat St. John's était un lieu où la violence et les abus étaient omniprésents. Albert fut souvent battu, mais il en vint à développer un plaisir morbide à la douleur. Cet environnement déstabilisant éveilla en lui des tendances masochistes qui s'ancrèrent à jamais dans sa personnalité. Lorsqu'il quitta l'orphelinat à l'âge de 9 ans pour vivre avec sa mère, les cicatrices émotionnelles étaient déjà profondes. Dès son adolescence, il montra des signes de comportement déviant, y compris des tendances voyeuristes et des penchants pour l'automutilation. Cette période sombre jeta les bases d'une vie troublée. Loin de trouver le soutien nécessaire, Albert glissa peu à peu vers un chemin marqué par la souffrance et la perversité. Alors oui, une enfance pas facile, brutalisée, meurtrie dans cet orphelinat, et en même temps c'est là où il trouve du réconfort dans la douleur. Albert Fish a grandi dans une famille avec déjà des antécédents de troubles mentaux, une pauvreté assez forte. En tout cas, c'est dans cet orphelinat où il découvrira un peu le côté malsain de son âme, de son être, de ce qu'il va être. Mais comment un enfant aussi vulnérable, victime de coups, d'humiliation, a-t-il pu devenir une telle figure de l'horreur ? Hamilton, jeune, abandonné, torturé, commence à développer ses penchants qui défient l'entendement. Ce premier chapitre vous a jeté une lumière sur les racines de son mal. Le pire est à venir. En 1890, à 20 ans, Albert Fish s'installa à New York, où il plongea dans le chaos de ses désirs les plus sombres. Ayant commencé une correspondance avec des jeunes hommes via des petites annonces matrimoniales, il utilisa ces échanges pour donner libre cours à ses fantasmes violents et dégradants. Fish travaillait comme peintre en bâtiment, un emploi qui lui permettait de se déplacer fréquemment et de rester sous le radar des autorités. Pendant cette période, il épousa une femme qui lui donna 6 enfants. Bien que rien n'indique qu'il ait abusé de ses propres enfants, Fish ne cachait pas ses comportements étranges devant eux. Il s'infligeait des blessures avec des aiguilles et se flagellait avec des objets faits maison. Des actes qui horrifièrent ses proches. C'est également à cette époque qu'Albert commença à s'intéresser à des pratiques cannibales. Inspiré par des lectures bibliques détournées et une fascination pour les rituels anciens, il développa une obsession pour l'idée de consommer la chair humaine. Cette période, bien que moins documentée en termes de crimes précis, marqua le début de ses premières agressions sur des enfants vulnérables. Dans les années 1890, Fish décide de s'installer à New York. Ses premières déviances commencent à émerger. Des lettres obscènes,
Automutilation. Il trouva un certain plaisir à s'enfoncer des aiguilles dans l'aine. Dégueulasse. Une fixation sur les jeunes garçons. Mais malgré ça, il est marié, père de 6 enfants, tout va bien. Ses obsessions, cependant, commencent à grandir de plus en plus. Des lectures bibliques déformées, des fantasmes macabres. Imaginez cet homme, mari, aimant, en apparence, travaillant comme peintre en bâtiment, tout en nourrissant des idées terrifiantes et obscènes. Il écrit des lettres pleines de perversion et se prépare à plonger dans les ténèbres. Pourtant, personne ne se doute un instant que cet homme se cache dans un chaos mental et personne ne se doute encore du chaos qui va semer. Un chaos qu'on commence à deviner dans l'ombre de ses actes. Les années 1920 virent Albert Fish se transformer en un prédateur redoutable. Il utilisait son allure de vieil homme fragile pour attirer la confiance des enfants et de leurs familles. Ses crimes, à la fois brutaux et calculés, devinrent de plus en plus horrifiants. Parmi ses victimes les plus célèbres figure Grace Budd, une fillette de 10 ans qu'il rencontra sous prétexte de proposer un emploi à son frère. En juin 1928, Fish persuada les parents de Grace de le laisser emmener leur fille à une soi-disant fête d'anniversaire. Au lieu de cela, il l'emmena dans une maison abandonnée où il la tua et consomma une partie de son corps. Ce crime choqua le pays entier, mais Fish parvint à échapper à la capture pendant plusieurs années. Pendant cette période, il continua ses meurtres et ses agressions, souvent sur des enfants issus de milieux modestes ou marginalisés. Ses méthodes incluaient des pratiques de torture extrêmes qui reflétaient ses tendances masochistes et sadistes. Fish semblait motivé autant par un désir de souffrance que par un besoin de satisfaire ses pulsions cannibales. Dans les années 1920, Fish commence à sortir le chaos de sa tête pour le laisser libre cours. Sous ses apparences de grand-père, il va tuer, torturer, manger des enfants de moins de 10 ans. En 28, il attire la petite Grace Budd sous prétexte d'un dîner anniversaire, alors qu'à la base, il vient pour son frère, pour lui donner du travail. Mais c'était juste le prétexte. Il rentre en contact avec la famille grâce à cette petite annonce que son grand frère avait mis dans le journal. En découle juste après l'horreur qui arrivera à cette petite fille. Donc voilà la véritable nature de Fish. Mais ce n'est qu'une pointe de l'iceberg. Combien de victimes ont souffert entre ses mains? L'ombre du croque-mitaine s'étend. Et chaque acte sera pire que le précédent. Le crime qui mènera à l'arrestation d'Albert Fish fut également celui qui mit en évidence son sadisme écœurant. En novembre 1934, Fish envoya une lettre anonyme à la famille de Grace Budd, détaillant les circonstances macabres de son meurtre. Cette lettre, bien que monstrueuse, permit aux autorités de remonter jusqu'à lui grâce à une piste laissée sur le papier à lettres utilisées. Arrêté en décembre 1934, Fish avoua non seulement le meurtre de Grace Budd, mais également une longue liste de crimes similaires. Ses confessions furent si atroces que même les forces de l'ordre eurent du mal à croire à l'ampleur de ses actes. Fish semblait sans remords, affirmant que ses crimes étaient justifiés par des visions divines et des voix intérieures qui le guidaient. Son procès, qui se déroula en 1935, attira une attention médiatique massive. Bien que sa défense plaidât la folie, le jury le jugea sain d'esprit et pleinement responsable de ses actes. Il fut condamné à la peine de mort. Alors, en 1934, Fish envoie cette lettre aux parents de Grace, ce qui va le conduire droit à sa chute. Enfin, un faux pas de ce... Il n'y a pas de mots. Cette lettre, qui fut donc la clé de cette enquête, décrit comment il a tué, torturé Grace Budd. Le détective Kim, que vous voyez ici, lui, ira jusqu'au bout avec Fish pour lui faire avouer plusieurs crimes. D'après Fish, plus d'une centaine. Dans ces centaines de victimes, il y a des victimes connues et beaucoup d'anonymes. Dans les victimes reconnues, nous avons le petit Francis McDowell, un enfant de 8 ans étranglé avec ses bretelles, disparu en 1924. Nous avons également le petit Billy Gaffney, 5 ans au moment des faits. On n'ose même pas imaginer comment il a été tué. Chaque confession d'Albert Fish, c'est un coup de poignard dans l'âme de l'être humain. Les actes qu'il a commis
sur 10 ans, de 1924 à 1934, dévoile un homme qui n'a aucune limite. Et pourtant, la justice s'apprête à clore ce dossier d'une manière définitive. Albert Fish fut exécuté sur la chaise électrique à la prison de Sing Sing le 16 janvier 1936. Son exécution mit fin à la carrière macabre d'un des pires criminels de l'histoire américaine, mais elle laissa derrière elle une foule de questions sur la nature humaine et les limites du mal. Certains psychiatres de l'époque cherchèrent à comprendre les origines de sa perversion. Était-il un produit de son environnement abusif? Ou ses tendances étaient-elles innées? Le cas d'Albert Fish continue d'être étudié comme un exemple extrême des conséquences du traumatisme, combiné à des troubles mentaux graves. Son histoire reste une mise en garde contre la négligence des plus vulnérables et les dangers des esprits troublés laissés sans aide. 1936, prison de Sing Sing, Albert Fish meurt dans la chaise électrique. Ça y est, le croque-mitaine est mort. Problème. Fish dit avoir tué plus d'une centaine de victimes. Alors, on dit entre 80 et 100. Le problème avec sa mort, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de crimes à cette époque-là restent inexpliqués. Ils ne seront pas expliqués. Aujourd'hui, le monde est rassuré qu'un tel monstre n'est plus. Pourtant, au-delà de ce sentiment de soulagement, une ombre demeure. Car si Albert Fish, lui, est mort, l'obscurité qu'il habitait, elle, pourrait bien exister ailleurs. Attendant son heure pourrait apparaître. Et si, dans l'ombre de nos rues, un autre visage banal simulait la même horreur insoupçonnable?